en son joueur. Franck Ribéry brille en équipe de France. De bonnes raisons d'accueillir le président de l'Olympique de Marseille. Pape Diouf, il est en aparté. Bonjour Pape Diouf. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Si Monsieur le Président veut bien se donner la peine, installez-vous sur le canapé. Vous avez vu, il n'y a pas qu'à Marseille qui fait beau, hein? C'est vrai, il fait très beau aujourd'hui à Paris. Mais sachez quand même que je viens du Sénégal et qu'il faisait peut-être encore un peu plus chaud là-bas. Ah oui, sûrement. Vous étiez à Dakar? Oui, j'étais à Dakar. Oui. D'accord. Vous avez un verre de vin devant vous et quelques madeleines truffées. Hein, oui, donc on va prendre un petit peu de temps ensemble. Et comme chaque jour, on va commencer par regarder le zapping. Il suffit que vous disiez zapping et ça part. Zapping. À Vinante, en Seine-et-Marne, un agriculteur a retrouvé hier dans un champ le corps sans vie d'un homme. Il s'agirait d'un clandestin tombé d'un avion de ligne qui aurait décollé de Roissy. Il se serait caché dans le train d'atterrissage avant de faire une chute de 300 mètres. Les sorties se trouvent à l'avant, à l'arrière et sur les côtés, À votre arrivée à Bamako, virgule, à Bamako, démerdez-vous. Démerdez-vous. Notre République, notre démocratie doit se doter de règles pour pouvoir justement avoir une immigration qui soit à la fois responsable, je dirais humaine et en même temps transparente vis-à-vis de nos concitoyens. Est-ce que chaque pays, déjà humaine, les gens qui partent menottés sur le simple délit qu'ils n'ont pas de papier, qui sont embarqués de force, des familles dont on sépare de... C'est arrivé à Cachan, des gens qui de bonne foi émigrés illégaux avaient accepté d'aller à l'hôtel, ont été cueillis alors dès sortie de l'hôtel, leur enfant placé à la DAS. Bon, ça c'est un peu arrangé parce qu'on ne peut pas quand même faire ça. Est-ce que c'est de façon humaine? Vous auriez caché des enfants cet été pour éviter leur expulsion? Ah, moi oui. Moi oui. Faut pas toucher aux enfants. Ah oui, faut pas toucher aux enfants. C'est pas eux les responsables. Non, et puis... Ils ne sont pas les responsables. Quand vous ouvrez le dictionnaire au mot colonisation et coloniser, vous lisez ceci. Colonisation, mise en valeur, etc., etc. À coloniser, vous avez colonisé un pays pour le mettre en valeur. Vous suivez la politique depuis longtemps, ces questions-là? Je suis la politique à partir du moment où je ne fais pas partie de politique, je n'ai pas d'amis politiques, je ne fais pas de la pipolisation, parce que people, non, je suis un être humain comme tous les autres. Il se trouve que lorsqu'on a fait appel à moi, j'ai été touchée par ça. Et le fait que ce soit moi, comme par hasard, je peux vous parler. Les artistes ont toujours été considérés comme engagés. Et pendant de nombreuses années, notamment les années Mitterrand, on disait artiste de gauche. D'ailleurs, on se disait artiste de gauche. Le mot artiste de droite n'existait pas. D'ailleurs, même certains artistes qui étaient de sensibilité de droite se disaient eux-mêmes artistes de gauche parce que ça faisait tendance. Nous avons tous en nous quelque chose d'exceptionnel. Je pense qu'il faut montrer aux gens que nous nous intéressons vraiment à eux et que si nous faisons de la politique, c'est pas pour nous. C'est pas pour une question de carrière personnelle, mais c'est parce que nous avons envie, en tous les cas, moi, c'est mon envie, de faire changer les choses pour chacun. D'avoir envie. Il faudrait que l'Église se réforme. Et sur les gays, c'est pareil. Sur les gays, je veux dire, mais quand est-ce que l'Église catholique, enfin moi qui suis catholique, qui suis gay... Ça existe? Oui, je suis catholique, je suis gay, je suis droite. Au poids de combien de pois chiches secs le poids du cerveau d'une blonde équivaut-il? Ce que j'ai vu, c'était que c'est pour le jeu que tu m'as manipulé. Bah dis-moi, à quel moment? À quel moment? Tout le temps. J'ai envie de la gifler, elle me gonfle. Sa petite gueule de blonde gentille, là, regarde-la comment elle est méchante. Je vous appelle là parce que j'étais à Mamet et on vient de me signaler qu'apparemment Omar et Fred, ils remplacent la minute blonde dans le grand journal de Denisot, là. Oui, effectivement. Ah bon, d'accord. Bon, Bertrand, c'est bon, tu peux ranger le sopalin, on n'en aura pas besoin cette année. Qui a dit « Ce qui fait la beauté d'un rosier fait la laideur d'une femme, avoir beaucoup de boutons ». Ses dents étaient noires parce qu'il fumait énormément. Sur certaines photos, elles paraissaient blanches, mais ça s'était truqué. Ses dents étaient si abîmées que même quand il mangeait des fruits, elles lui faisaient mal. Et comme on dit au Niger, ce n'est pas parce que le mouton n'a pas de dents que tu mettras ta main dans sa bouche. Jamais elle n'avait vu de salle de bain plus immonde. Un mélange de cheveux et de coton moisi sont les prémices de l'horreur. Un sol où marcher pieds nus serait plus dangereux que de poser le pied sur des braises.
Et matez cette moquette. Ça, c'est de la moquette à poils longs qui déchire. C'est le vrai pimp style. C'est de la moquette ghetto glam. Ces manifestants montrent aussi leur corps, mais pas pour les mêmes raisons. Ils se sont déshabillés devant l'ambassade britannique à Berlin pour protester contre les peaux d'ours utilisées pour fabriquer les casques de la garde d'Élisabeth II. Selon eux, il faut un ours entier pour fabriquer un seul chapeau royal. Depuis son enfance, Jean-Marie pêche au harpon. Mais aujourd'hui, à défaut de poulpe, c'est son propre doigt qui l'a attrapé. Je comprends pas. Je comprends rien à cette carte. Vous voyez, je comprends pas. Je sais pas où c'est le... Je sais même pas si je vais au nord quand je mets le nord. Je sais pas me servir d'une boussole. Comment je peux trouver un putain de panier de merde? Love pierces you. Such a love pierces you between the eyes. That way, pounds like a jackhammer. Makes a vortex into your soul. Brings up the real you. Gets through the shit. L'image que vous retenez comme ça, sans plus y réfléchir, Pape Diouf? Probablement le coup de gueule de Balesco, puisque je suis, comme elle, très sensible, disons, à tous ces problèmes qui sont liés aujourd'hui à l'immigration et à la manière dont le problème est traité. C'est vrai que c'est une question qui ne peut pas me laisser insensible. Alors, tout de suite, on va parler de ça, puisque vous avez peut-être entendu parler de l'invitation lancée par Lilian Thuram et Patrick Vieira. 70 personnes qu'on appelle les expulsés du squat de Cachan seront au Stade de France ce soir pour le France-Italie. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Je pense que toute initiative qui peut aller dans le sens, en tout cas, d'un apaisement, en tout cas, des cœurs et d'un apaisement des esprits me paraît être salutaire. Donc oui, je m'inscris dans ce type de démarche. Vous dites bravo à Thuram et à Vieira, parce que par exemple, il y a une petite polémique qui commence à monter. Il y a le ministre des Sports, Jean-François Lamour. Tout à l'heure, à la sortie du Conseil, il a dit « l'équipe de France ne doit pas être instrumentalisée ». Je pense qu'il faut savoir ce qu'il a voulu dire. Il ne faut peut-être pas faire une interprétation absolue de ce propos, mais si, en tout cas, c'est pour dénoncer ou en tout cas pour s'opposer à ce type de démarche-là, oui, là, on peut évidemment contester le propos. Maintenant, si reconnaître que aussi bien Thuram que Vieira n'ont là entrepris qu'une démarche qui me paraît en tout cas à l'heure où nous parlons absolument importante et essentielle, là, oui, on peut évidemment se poser la question sur le propos du ministre. Votre préoccupation majeure de la semaine, Pape Diouf, c'est plutôt le France-Italie de ce soir ou c'est le PSG-OM de dimanche? Très honnêtement, c'est plutôt le PSG-OM de dimanche. Je reste quand même quelqu'un d'attentif aussi à la prestation de l'équipe de France ce soir. Évidemment, puisque l'équipe de France reste quand même la locomotive du football français. Mais il n'en demeure pas moins que quand on dirige un club comme l'Olympique de Marseille, on est d'abord et avant tout intéressé et impliqué dans la question olympienne. Je vous pose la question autrement. Vous avez un choix à faire. Vous préférez que la France batte l'Italie ce soir ou que Marseille batte le PSG au Parc dimanche? Sans hésiter, je préfère que l'OM batte le PSG dimanche. Oh bah dites donc. Bon, vous savez, hein, je dis simplement les choses. Il faut qu'on se qualifie pour l'Euro. Ouais, mais écoutez, si évidemment j'ai un choix, je dirais que autant que la France gagne ce soir et que l'OM gagne dimanche. Ouais. Maintenant, si un choix doit être fait, évidemment, je n'ai pas d'hésiter, je préfère que ce soit l'Olympique de Marseille qui gagne. France-Italie, ça va être chaud ce soir, ça va être revanchard, vous croyez forcément? Vous savez qu'on a tendance dans le milieu du football à faire d'un œuf un bœuf, à monter en épingle parfois les événements. Et je pense que rien ne ressemble moins à un match de football qu'un autre match de football. Le France-d'Italie de la Coupe du Monde était un match disputé dans des circonstances particulières, dans des circonstances qui n'ont rien à voir à celles que nous connaissons ce soir. Je pense que aussi bien en Allemagne, la France avait gagné qu'elle a autant envie de gagner aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de revanche? Revanche de quoi? De toute façon, les Italiens sont champions du monde, même si la France... Oui, ça ne changera pas, ça. Ça ne changera pas grand-chose. Alors, je préfère ne pas utiliser le terme de revanche. Quand même, je vous montre la photo d'un joueur. Il va arriver, hein. Il est un peu lent. Ouais. Materazzi, Marco Materazzi, pas sur le terrain ce soir, car suspendu de match pour ses provocations à l'égard de Zidane. Est-ce que vous trouvez ça juste, honnêtement? Sa suspension? C'est vrai que globalement, on sait que sur les terrains de jeu, souvent, il y a des provocations.
Et je pense que Zidane a été l'objet d'une provocation de la part de Materazzi, comme d'autres aussi l'ont été. Est-ce que ça justifie le coup de boule, comme on l'a appelé, de Zidane? Je ne pense pas. Ça peut l'expliquer. Alors oui, on peut... Ce qui a peut-être faussé un tout petit peu la suspension de Materazzi, c'est le fait que Zidane lui-même arrête aujourd'hui de jouer, puisqu'on ne sait pas quelle eût été la réaction de la FIFA, quel type de sanction lui-même il aurait pu prendre. Alors oui, c'est vrai qu'il y a là comme une sorte de déséquilibre entre une suspension qui frappe aujourd'hui un joueur et l'absence de suspension concernant un joueur qui lui arrête sa carrière. En quelques mots, Pape Diouf, parce que j'ai encore beaucoup de thèmes à aborder avec vous, mais le coup de boule de Zidane, c'est quoi la vraie raison? Parce que comme vous le disiez à l'instant, des provocations sur le terrain, c'est tous les jours, non? Oui, d'autant que Zidane était dans ce match-là, d'autant que Zidane venait de manquer un ballon, enfin de manquer de réussite, je dirais. La fameuse tête arrêtée par Buffon, c'est ça? Sa fameuse tête. Alors oui, je pense que c'est peut-être un trop plein d'énergie à un moment donné. C'était aussi ce qu'on peut appeler communément la pression. Je pense que tous ces éléments réunis, tous ces ingrédients ont fait qu'à un moment donné, que Zidane a peut-être perdu une seconde simplement de lucidité. Et ça l'a amené à ce geste fatal, à ce geste absolu. Mais vous savez, de toute façon, l'histoire du football fourmille quand même de ces actions absolues. On retient évidemment la main de Dieu que Maradona a ainsi dénommée après avoir marqué un but de la main. On se souvient aussi que pendant la Coupe du Monde de 1970, dominée par le Brésil et Pelé, qui reste probablement le plus grand footballeur de tous les temps, on se souvient que pendant cette Coupe du Monde-là, Pelé a eu parfois des gestes assez déplacés, mais qui n'ont pas toujours été sifflés, puisque c'était aussi une manière de se défendre, une manière d'autodéfense. Je crois que dans ce geste-là, il y a eu aussi cette part d'autodéfense de la part de Zidane. Alors ce soir, en tout cas, Pape Diouf, vous suivrez particulièrement, j'imagine, Franck Ribéry, hein, très en forme, Ribéry. 2 passes décisives lors du Géorgie-France de samedi. On va les revoir, si vous voulez bien, ces 2 buts, et puis vous allez les commenter les actions. Hein. On les regarde d'abord pour que voilà, vous les ayez largement en tête. Ce sont les 2 passes décisives de Ribéry qui conduisent à un but de Malouda, puis à un but de Saha. Je crois que sur ces 2 actions-là, Franck Ribéry montre toute sa capacité à être altruiste d'abord, et puis surtout cette rapidité de course qu'il a même avec le ballon. Et cela situe évidemment le niveau qui est le sien aujourd'hui, un niveau que je dirais simplement un niveau international et qui justifie en tout cas la grande idée qu'on a eue de vouloir le garder. On va reparler de ça, mais si je vous renvoie les 2 buts au ralenti, vous êtes capable de les commenter comme si on était sur Canal lors d'un match? Pape Diouf, commentateur, on essaye? Allez, on essaie. C'est parti. Ribéry qui s'appuie sur Saha, dont le pied gauche s'apprête à frapper. Et effectivement, le premier but français qui survient à un moment crucial du match. Deuxième action de Ribéry qui part du rond central avec cette conduite qui lui est propre, qui lui est caractérisée, et cette passe un peu aveugle sur le côté gauche qui permet évidemment à Malouda d'armer la frappe et de tirer. Écoutez, je pense que je me suis trompé sur les interlocuteurs. Oui, mais c'est pas grave, c'était pas mal, dites donc. Parce que j'ai pas vu le match en vérité. J'étais à Dakar. Ah oui, c'est ça. Donc je n'ai pas en tête, je n'ai pas pu fixer vraiment le... Faites gaffe, un de ces jours, vous allez finir sur Canal, hein. Ah, écoutez, de toute façon, c'est une maison très honorable. Oui, je serais très fier d'y appartenir, quoi. Bon, alors Ribéry, Franck Ribéry, ça a été dur de le retenir à l'OM. On a suivi la saga aux multiples épisodes. Pourquoi finalement est-ce que vous ne l'avez pas laissé partir pour Lyon? Il en avait envie, visiblement, et puis évidemment, ça aurait fait de l'argent. Hein. Non, d'abord, il ne faut quand même pas dire que c'était dur. C'était dur parce qu'on a voulu en faire un feuilleton. Oh, franchement. Écoutez... Un jour, il a dit je reste à l'OM. L'autre jour, il dit non, je veux vivre des matchs internationaux. Alors... Écoutez, vous savez, j'ai déjà eu à dire que Franck avait été de toute façon sous influence, que Franck a été même instrumentalisé, je l'ai dit. Par son agent Notamment, mais aussi évidemment par ceux qui souhaitaient ardemment le voir dans leur club. Oui, Lyon pour ne pas les nommer. Oui, évidemment, il n'y a pas de secret là-dessus. Non, je pense simplement que nous, à Marseille, nous avons été très tôt
déterminés, nous avons fait preuve de fermeté aussi en disant que Franck ne partirait pas. Cela ne veut pas dire qu'il restera à Marseille jusqu'à la fin de son contrat qui interviendra en 2010. Ouais, mais disons simplement que pour cette saison-ci, en tout cas, nous avions pris la décision de le garder. Alors, évidemment, on m'a opposé le fameux mot qui veut qu'on ne retienne pas un joueur contre son gré. Et moi, j'avais simplement rétorqué... c'est vous qui l'avez dit un jour, alors on vous l'a renvoyé, évidemment. Oh non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Vous savez, ça, c'est un tout petit peu les inventions que j'ai lues ici ou là dans pendant cette affaire-là. Oh, beaucoup de choses ont été dites, mais aussi, il faut savoir faire le tri entre ce qui a été véritablement dit et ce qui a été inventé pour les besoins de la cause. Alors, je finirai simplement, si on ne peut pas effectivement garder un joueur contre son gré, est-ce qu'on peut amener un club à vendre un joueur contre son gré? La question est là. Oui, vous disiez? Non, je me demandais combien il gagnait, Ribéry, maintenant. Vous savez, son salaire, de toute façon, a été étalé sur la place publique. Alors donc, je pense que ce n'est pas un secret. Oui, il est autour des 200 000 €. Et vous dites il les vaut largement. Mais, vous savez, de toute façon, dire d'un joueur qu'il vaut un salaire donné, je pense que c'est toujours assez subjectif, puisque ce sont les circonstances qui font des salaires, ce sont les circonstances aussi qui conduisent un club peut-être parfois à revoir les conditions salariales d'un de ces éléments. Bon, pour le moment, si on considère effectivement qu'en France, c'est quand même probablement aujourd'hui un des meilleurs joueurs, voire peut-être le meilleur, je pense que ce salaire-là, il ne le vaut absolument pas. C'est 200 000 par mois, on est d'accord? Environ, à quelque chose près. D'accord. Vous me donnerez les quelque chose près, moi ça m'intéresse. Voilà, hors antenne, je vous le dirai. Et dites donc, vous êtes fâché maintenant avec Aulas, Jean-Michel Aulas, parce que le traité de plus fiefé menteur du foot français, parce que vous savez... Vous regrettez, vous excusez? Non, absolument pas. Je n'ai pas pour habitude de regretter ce que je dis. Quand quelqu'un ment, je le taxe de mensonge. C'est simplement ce que j'ai fait. Maintenant que Aulas défende à tout crin son club en pensant aux intérêts de ce club-là, je peux le comprendre. Ce que je ne conçois pas, c'est parfois ses méthodes. Les méthodes-là, je les conteste. Et il sait que je les conteste. Ce n'est pas, comme j'ai eu déjà l'occasion de le dire, ce n'est pas parce qu'il a été champion de France plusieurs fois, ce n'est pas aussi parce qu'il crie qu'il a raison, ce n'est pas parce qu'il hurle qu'il m'impressionne. Et tout ça, Aulas le sait très bien. C'est bien simple, on aurait dit que vous insultiez quelqu'un du PSG. Dites donc dimanche, non, je plaisantais, dimanche, PSG-Marseille, est-ce que vous êtes en mesure, Pape Diouf, là tout de suite, à 13h29, de nous assurer que c'est l'équipe première de l'OM qui sera alignée? Ah, là, c'est Joker, alors. On va voir. Non, bien sûr que c'est l'équipe première qui viendra. Et je peux même vous dire qu'aujourd'hui, les relations se sont quand même pacifiées entre les deux clubs. Ah bon? Oui, je pense. Vous savez, le match est dans quelques jours et on n'a pas vu cette montée d'adrénaline classique. Parce qu'il y a le match de l'équipe de France qui fait obstacle pour l'instant, mais quand ce sera... Oui, bon, mais vous savez, moi, je n'ai pas envie que disparaisse cette fameuse rivalité sportive qui nourrit, en tout cas, qui gouverne la relation entre les deux clubs. C'est même salutaire pour la progression des uns et des autres. Ce qui n'est pas bien, ce sont les débordements. Ce qui n'est pas bien, ce sont les excès. Aujourd'hui, j'entretiens des relations civilisées avec Alain Caïsac, le nouveau président du PSG. Nous avons déjà abordé et discuté de ce match-là. Et croyez-moi que je pense que les choses se passeront bien. En tout cas, nous, à Marseille, nos supporters seront très mobilisés. Ils seront à leur habitude sur place pour supporter leur équipe, mais dans les règles de l'art. Alors, une petite question rapide sur le souvenir de mars dernier, puisque vous aviez envoyé les minots marseillais au parc, il y avait eu 0-0. Vous invoquiez à l'époque des questions de sécurité. Vous disiez la sécurité n'est pas suffisante pour les joueurs de l'OM. Qu'est-ce qui a changé pour le match de dimanche prochain? Ce qui a changé, c'est que d'abord, lors du match du printemps dernier, il faut d'abord se souvenir que nous n'avions pas eu le quota que les règlements nous allouaient normalement. On devait avoir 2000 places, nous n'en avions que la moitié, voire un tout petit peu plus. Là, vous avez 2000 dimanche. Là, on a les 2000 places. Le Paris Saint-Germain nous les a envoyées très tranquillement et très normalement, dans des délais. Et le fait de
de bénéficier de ces 2000 places-là assure quasiment et mécaniquement la sécurité, puisque à l'époque, c'était des places qui devaient théoriquement nous être allouées, qui allaient être vendues à des gens dont on ne pouvait pas contrôler les actes, ni les réactions et les attitudes. C'est ce qui nous avait amené, effectivement, d'une pierre deux coups, non seulement de nous plaindre de n'avoir pas reçu le quota de places qui nous était théoriquement dévolu, et puis surtout d'assurer ce qui me paraissait essentiel à nos yeux, la sécurité de nos supporters. Merci de vous lever, s'il vous plaît, Pape Diouf, et de vous diriger dans le fond. Il y a un mur d'images sur la gauche. Enfin bon, il y a des spécialistes qui m'ont dit que si l'OM avait pris 2 points ce jour-là, eh bien, elle aurait pu participer à une Coupe des Champions. Bon, mais on pouvait tout à fait aussi ne pas... Vous savez, le championnat, on ne le refait jamais de cette manière-là, puisqu'il est d'autres points que nous avons perdus sur notre terrain et qui nous auraient aussi valu la qualification en Champions League. Ben, ça, c'est un tout petit peu analyser les choses de manière, j'allais dire, très sommaire. Pardon d'avoir été très sommaire. Vous voyez le mur d'images devant vous. Je vais vous faire apparaître, enfin c'est surtout Bruno Pinet qui va le faire, un visage. Oui, celui de Fabien. Fabien Barthès. Oui. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'ancien goal de l'Olympique de Marseille? Écoutez, personnellement, je n'en ai pas eu depuis plusieurs semaines, mais je sais qu'au club, il a gardé des relations très amicales avec la plupart de certains de ses anciens coéquipiers et de certains qui travaillent avec lui. Bon, mais je n'ai pas eu de nouvelles, disons, ces dernières heures. Vous savez qu'il ne joue pas cette saison parce qu'il n'a pas de licence, quoi. Il n'a pas de club. Est-ce que vous trouvez que c'est triste? Ce n'est pas triste parce que c'est un choix. Et je pense que Fabien... Non, c'est pas un choix. Vous nous dites que c'est un choix. Je pense que Fabien n'accepterait pas qu'on s'apitoie sur son sort, pour une raison simple. Lorsque c'est Fabien lui-même qui est venu nous voir à l'OM, José Anigo et moi-même, donc José Anigo qui est le directeur sportif, pour nous annoncer à un moment donné son désir de quitter le club, alors que nous étions peut-être en situation de lui proposer un nouveau contrat. Il avait fait un choix, et ce choix-là, de ce que je crois en savoir, il concernait l'équipe de Toulouse. Je crois pouvoir avancer là aussi, que peut-être il a eu une promesse qu'il pourrait jouer à Toulouse. Les choses se sont passées différemment. Mais Fabien Barthès, qui n'a pas de club, c'est que c'était la nature du choix qu'il avait fait. Puisque je suis persuadé que s'il s'était simplement mis sur le marché en étant prêt à aller, que ce soit en France, ailleurs ou à l'étranger, il ne serait pas aujourd'hui dans la situation d'un chômeur. Est-ce que vous considérez, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Fabien Barthès, de fait, est à la retraite? Est à la retraite du football? Je pense que c'est prématuré. Le garçon a démontré des ressources parfois insoupçonnées. On l'a vu revenir parfois du diable vauvert. Lorsque certains parfois l'avaient enterré, il a toujours su revenir. Alors bon, là je pense que s'il a véritablement envie de revenir, Fabien redeviendra Fabien, même si à un moment donné, c'est vrai qu'on subit quand même le poids de l'âge. D'accord. Vous allez, c'est un drôle d'exercice, mais c'est la tradition dans l'émission, vous prendre en photo, Pape Diouf, vous apercevez l'appareil photo, il est rouge. Oui. À bout de bras, et vous appuyez 2 fois sur le déclencheur. J'ai oublié de vous demander un pronostic, dites donc, pour le PSG-OM, là. Écoutez, il y a 2 pronostics possibles. Il y a le pronostic du cœur qui me fait dire que l'OM gagnera, et il y a le pronostic de la raison qui me fait dire attendons de voir comment les choses vont se passer sur le terrain. Non, mais faites un effort sur le pronostic de la raison. Allez, on va gagner. Combien? Allez, 2-0. Alors c'est de l'autre côté, voilà, vous le tournez. Ce côté-là. Exactement. Est-ce que j'y suis? Ouais, vous êtes à peu près. Merci, on va laisser passer la page de pub. Pendant ce temps-là, la photo va se développer. Et 3 entrées, 3 personnes qui vont venir briser votre solitude, Pape Diouf. Ils s'appellent Nicolas Rey, Mademoiselle Agnès et Yacine. À tout de suite, vous restez là. Hein. Attends, bien sûr. En aparté avec Century